Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, vous le savez, dans l'école du monde, on reste en France, mais on s'autorise une étape ultramarine. Voici le sommaire. Les rapports s'enchaînent sur l'école dans les territoires et départements ultramarins. Et le constat est pour le moins inquiétant. Manque de profs, manque de moyens, c'est pas nouveau. Décrochage scolaire, l'école est en crise. Quelle est l'étendue du problème? Mathilde Vessel se sort sa loupe dans un instant. Et face à cette situation dramatique, pour ne pas dire tragique, quelles solutions faut-il mettre en place en urgence? Les moyens et la volonté politique sont-ils au rendez-vous? J'en parlerai avec mes invités en plateau. Puis une éducation en péril dans un environnement toujours plus incertain, inflation, violence, quel avenir, quelle perspective pour la jeunesse ultramarine? On en parle avec Lilian Lambourdière. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur de technologie et président du parc numérique Guadeloupe. C'est quoi le parc numérique? Alors, le parc numérique a pour mission de lutter contre la fracture numérique dans les... Vous avez mis la pression parce qu'il y a le président en face à toi. Oui. J'avais pas prévenu avant. Eh ben oui, je suis comme ça, moi. J'ai pleine confiance. Non, le parc numérique lutte contre la fracture numérique dans les territoires d'outre-mer, en fait. D'accord. Enfin, Grégory c'est ça, Guillot, alors... membre fondateur de la Fédération de Parc Numérique, justement, président du Parc Numérique Martinique et membre de la commission French Tech Martinique. Justement, quand cette structure a vu le jour? Le parc numérique est né il y a pratiquement 5 ans. D'accord. Sur le sujet de l'innovation sociale numérique. Donc on met l'humain avant tout, puisque très souvent on met le numérique autour, le numérique au centre et l'humain gravite autour du numérique. Là on a l'innovation sociale. L'innovation sociale numérique. Donc ça englobe, j'imagine, le handicap aussi. Le handicap, on travaille sur des outils, tous les outils d'accessibilité. D'ailleurs on sort de Microsoft, on a fait une Learning Expedition avec le conseiller interministériel Maël Diza. D'accord. L'idée c'est vraiment de démocratiser la médiation et l'inclusion numérique sur nos territoires et surtout de ramener les outils pour contribuer à la montée en compétences et vraiment favoriser, faire comprendre qu'on a un vivier de talents. Vous avez le sentiment qu'en France, on est en retard par rapport à d'autres pays, justement, sur cette thématique ou... C'est-à-dire qu'on a un décrochage scolaire 3 fois plus important qu'au national. Ouais. Avec un taux d'illettrisme qui dépasse les 20%. Donc maintenant, il faut pouvoir trouver des solutions efficaces pour contribuer à éradiquer tous ces fléaux et à faire comprendre qu'on a vraiment un lead à prendre sur l'innovation, puisque sur nos micro-marchés, le fait d'être petit, c'est une qualité, puisque derrière, on peut faire du test and learn, innover, faire de la recherche et développement sur nos territoires. Et nous, on contribue justement avec des mesures d'impact social à mesurer, quantifier l'impact du numérique sur nos territoires. Vous l'aurez compris, on va essayer de rester positif pendant cette émission, même si le sujet est ô combien sérieux, ô combien délicat. La loupe, tout de suite avec Mathilde. Salut Mathilde. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Fini les dom-toms. Eh oui, c'est les Dromcom. Alors écoutez, j'ai appris quand même quelque chose hier. Non mais c'est dingue, moi, pour moi c'était les Dom-Tom, effectivement. C'est vrai que c'est resté pendant très longtemps comme ça. Donc, oui, c'est depuis 2003 en fait que ça a changé, effectivement, dans la législation. C'est Dromcom. C'est une réforme constitutionnelle qui a remplacé le nom des départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer par les départements ou régions français d'outre-mer, donc les DROM et les collectivités d'outre-mer, les COM, petit cours quand même de géographie. Les départements ou régions français d'outre-mer, donc les DROM, regroupent la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Et pour les collectivités d'outre-mer, donc les COM, ce sont la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et on compte tout de même 2,8 millions d'habitants qui représentent 4% de la population française. Quels sont les enjeux du ministère de l'Éducation nationale, justement, en ce qui concerne ces territoires et ces départements? Alors, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion sont des académies comparables aux académies métropolitaines, mais en ce qui concerne les COM, c'est un peu différent. Ils ont le statut particulier de collectivité d'outre-mer. Les axes prioritaires de l'éducation nationale s'articulent surtout autour de 3 points. La réussite de la scolarisation de tous les enfants dès l'âge de 3 ans, la réduction des écarts de performance au niveau des examens et des évaluations, et puis la lutte contre le décrochage scolaire. La volonté donc de l'éducation nationale est de favoriser l'égalité des chances comme sur le territoire national, c'est-à-dire la continuité pédagogique, la transmission des savoirs fondamentaux en primaire notamment, des valeurs aussi de la République et d'une culture humaniste. Il y a aussi effectivement la particularité dans le Dromcom, ce sont les langues qui sont nombreuses, très nombreuses à être parlées. C'est vrai, effectivement, dans certains Dromcom, la langue française est venue s'ajouter aux langues déjà parlées
installée sur le territoire. Dans d'autres, elle est le support du développement d'un créole qui s'est affirmé et qui est une langue d'ailleurs à part entière, susceptible même d'accéder au statut de langue de la littérature. L'ensemble des populations est concerné par la présence d'au moins 2 langues, et même parfois 3. Et précision tout de même importante, les langues vivantes régionales enseignées dans le système scolaire français font l'objet d'une liste précise qui comporte le créole, les langues mélanésiennes, je ne connaissais pas, le tahitien, le wallisien et le futunien, et les 2 langues aussi de Mayotte. Et puis, un dispositif est mis en place par le gouvernement qui consiste à s'appuyer sur le bilinguisme pour les petites classes afin de faciliter l'apprentissage du français, parce que c'est vrai, dans beaucoup de familles, enfin dans certaines familles, on parle d'abord la langue maternelle, le créole notamment, avant le français. Et donc voilà, pour éviter de créer des difficultés trop importantes à l'école, voilà, on essaye d'appuyer sur le français. Je sens que vous allez apprendre quelques mots pendant cette émission, quelques expressions. Les vacances varient entre les Dromcom et la métropole. Eh bien oui, effectivement. Si les enfants ont repris le 1er septembre en métropole, à La Réunion par exemple, les élèves avaient repris déjà depuis 2 semaines. Moins sympa, le 16 août. À Mayotte, c'était le 22 août. Et en Polynésie française, tenez-vous bien, les enfants ont repris les cours le 9 août. Carrément pas de vacances au mois d'août pour les collégiens et lycéens. Et puis le 10, ça c'était pour les écoles primaires. Alors évidemment, le calendrier scolaire varie. C'est logique selon les territoires et les saisons, comme c'est le cas pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, où la rentrée est carrément décalée par rapport à nous, puisqu'elle a lieu le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et s'ils ont seulement quelques semaines de vacances en juillet et en août, ils ont tout de même un mois complet. C'est de décembre à janvier, donc pendant les vacances de Noël. L'expression orale ? Allez. C'est parti. L'expression orale avec Lilian Lambourdi et avec Grégory Guillou. Grégory, le Covid, j'imagine, je parle du système éducatif aux Antilles et dans les Dromcom, j'imagine que la situation avec le Covid n'a rien arrangé parce que c'était déjà compliqué et que j'imagine que le retard est tel. D'ailleurs, première question, est-ce que le retard a été refait d'après vous ? Ah non, on avait déjà un retard avant la crise du Covid, mais la crise a accentué ce retard, malheureusement. Maintenant, il faut trouver des solutions pour adoucir et évangéliser en douceur, puisqu'on a été contraints de faire l'école à la maison. Les parents n'étaient pas préparés, les professeurs non plus. Ouais. Maintenant, il faut pouvoir revenir avec des solutions et un accompagnement autant... et les réseaux Internet, les réseaux Internet, ils étaient préparés ? Pas forcément. À La Réunion, ils étaient pas mal préparés. En Martinique, je ne sais pas, Lilian, en Guadeloupe, mais en tout cas, en Martinique... Ça dépend des zones. Ça dépend des zones. Il y a des zones blanches. En fait. Ouais. Et, de toute façon, ça a révélé en fait, presque au grand jour, en fait, cette fracture. On a eu, en fait, dans certaines zones, les gamins, ils n'avaient pas accès, en fait, à, de toute façon, tout ce qui est les... Mais on parle de plusieurs communes en Guadeloupe ? Ça concerne plusieurs communes en Guadeloupe ? Plusieurs. En tout cas, toutes les communes... Qui sont en zone blanche ? Non. Une commune en entière n'est pas en zone blanche. On a des points, sur chaque commune, vous avez quand même des petites zones, en fait, qui... Mais je préfère demander, je préfère qu'on soit précis, parce que quand je vois que, notamment en Guadeloupe, il y a ça comme dans certains endroits, on n'a pas l'eau potable. Je préfère... Non, mais c'est vrai, je préfère qu'on pose... Le pied dans le plat. Les pieds dans le plat. Il y a eu 2 rapports récents, messieurs. Un de la Cour des comptes qui cherche plutôt les professeurs, les enseignants. Okay. Sympa. Et un des députés, intéressant aussi, qui s'intéresse aux causes de ce marasme. Le rapport de l'Assemblée, voilà ce qu'il dit sur les nombreux manquements. Les bâtiments vétustes, avec à peine 35% des écoles et collèges et 19% des lycées aux normes parasismiques. C'est pas rien. Le réseau de transport qui est inadapté, la restauration scolaire de mauvaise qualité, 20% des jours de classe perdus pour diverses causes. Grève, coupure d'eau, échouement d'algues sargasses, opération d'ératisation, événements climatiques. Est-ce que je m'arrête là ? 20% des jours de classe perdus pour diverses causes. Ouais. On en est là aujourd'hui ? On en est là, mais c'est vrai qu'avec la crise, on a perdu beaucoup de jours. Il y a eu des grèves à répétition. Moi-même, avec mon fils, il faut pouvoir gérer tout ça. Ouais. Je crois qu'il y a une année où il a eu vraiment une année pratiquement blanche. Il a eu peut-être 1 mois ou 2 mois d'école. C'est vrai que c'est compliqué sur notre territoire en tout cas, mais il faut trouver des solutions. Et on a pleine confiance à nos collectivités pour monter au créneau. Mais c'est quand même un moment qu'ils alertent là. Oui. 20%, 1 jour sur 5 sans école. C'est vrai que comment on fait pour la continuité pédagogique ? L'an dernier était une année assez particulière, puisque en Guadeloupe plus particulièrement, au-delà de la crise Covid, on a eu également une crise sociale qui a quand même
pas mal impacté en fait la scolarité de nos jeunes. Donc ouais, ça n'a pas aidé à résoudre, on va dire, à résoudre le problème. Là par contre, je pense que là on a eu un nombre de jours sans classe record cette année, là, en tout cas l'an dernier. Ouais. Donc, dont on ne mesure pas encore forcément l'impact, que ce soit en Guadeloupe ou que ce soit en Martinique. Certainement sourire, mais c'est un équilibre fragile. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie de composer avec l'existant. Donc il y a un postulat qui est assez lourd. On est sur des territoires contraints. On a une histoire aussi qui joue beaucoup. Donc la transformation digitale, l'éducation ont des aspects vraiment anthropologiques. Hein. Il faut pouvoir considérer l'entièreté des paramètres pour vraiment adresser une éducation efficace sur nos territoires. Il ne s'agit pas que de redescendre les programmes sans les adapter. On parle de la langue, c'est intéressant d'adapter au dialecte ou aux langues créoles, etc. Puisque elle peut parfois devenir langue première et le français langue secondaire. Le niveau du baccalauréat est le même qu'en métropole. Est-ce que justement ces chiffres sont un peu l'arbre qui cache la forêt ? Est-ce que c'est du coup trompeur ? Est-ce que, je sais pas, est-ce que le ministère du coup regarde tranquillement ces chiffres et se dit bon, on a les chiffres, on a le pourcentage du baccalauréat et bon, ça va, ça passe. On regarde pas les chiffres de l'illettrisme. Ouais. Bah, clairement, Lilian pourra en dire plus que moi là-dessus, mais on croit bien que le niveau du bac a clairement baissé. A baissé ? Et on n'est plus sur les standards qu'on a pu connaître nous il y a 20 ans, il y a 30 ans. Voilà. Ouais. Donc, après, bon, à chaque époque, on va dire ça. On dit souvent, Lilian, effectivement, que le niveau du bac a baissé, notamment en métropole. C'est aussi le cas, justement, aux Antilles, et ça masque peut-être je dirais, vu la que baisse du niveau. Fondamentalement, c'est les mêmes programmes, en fait, donc c'est les mêmes objectifs. Ça s'applique également, en fait, aux départements, aux collectivités d'outre-mer. Autre problème soulevé, effectivement, par ces rapports, le taux d'illettrisme. Et je crois que vous l'avez évoqué justement en tout début d'émission, de manière inaugurale, le taux d'illettrisme qui est 3 fois plus élevé en Outre-mer qu'en métropole, soit 30% des 6-26 ans concernés, justement, tout à fait. En Outre-mer. Quelle solution en urgence faut-il apporter justement à tous ces départements, à tous ces territoires ? Parce que ça ne va pas s'arranger comme ça, là. Écoutez, la lutte contre l'illettrisme, c'est l'un des chevals de bataille du parc numérique, donc, pour ne pas dire l'un des canassons les plus importants, puisque derrière, un illettré n'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas en capacité d'apprendre. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est un premier fait. Maintenant, il faut pouvoir adresser des solutions, donc Microsoft... Accessibilité permet de le faire. GERIP compétences aussi. Il y a des acteurs EdTech justement. Ça consiste en quoi, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas Microsoft Accessibilité ? Alors, à développer des solutions qui permettent de faire du text-to-speech, par exemple. D'accord. Que vous avez un document à lire, je suis illettré, je suis en situation d'illettrisme. Ouais. J'ai une application qui me permet de lire ce texte. D'accord. Voilà. Ou de mettre en surbrillant ce texte sur mon ordinateur pour me permettre de déchiffrer. Ou bien même d'y ajouter une image pour pouvoir... c'est de l'aide à la compréhension, tout simplement. Lilian, l'innovation aujourd'hui, concernant justement l'outre-mer, tous les territoires et les départements ultramarins, peut venir justement en aide à ces territoires et la solution pour réduire ces inégalités ? Moi, je pense que oui, en fait, notamment à travers le parc numérique. Hein, je prends comme exemple, on a eu l'occasion d'animer des ateliers à l'attention d'élèves décrocheurs et en situation d'illettrisme. Oui. L'idée, en fait, c'est d'ouvrir, en fait, d'ouvrir le champ des possibles pour ces jeunes-là, leur faire avoir de nouvelles perspectives. Bon, nous, on utilise comme levier la programmation robotique qui met en fait le jeune en situation, en action, en fait. Donc, il fait. Donc, ce qui permet également de retrouver la confiance, lui donner le sentiment que il sait faire. Parce que très souvent, le jeune en situation d'illettrisme, il rentre dans un engrenage, il se donner, il perd confiance, l'estime de soi. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de le réenchanter, en fait, de lui faire comprendre que tu peux faire. L'avantage du numérique... Et des fois, ça switch vite, des fois, ça change vite. Il faut quelques mots, il faut un regard, il faut... Nous, on base énormément nos actions sur l'aspect humain. Donc là, il y a des outils de neuroéducation pour mettre le jeune en confiance. Mais en général, quand on les fait rentrer dans le numérique à travers la programmation robotique, en général, ça les séduit.
D'accord, ça les stimule? Ça les stimule, voilà. On travaille sur la légitimité, en fait. Aujourd'hui, nos jeunes ont besoin de rôle modèle, ils ont besoin d'un accompagnement. La neuroéducation permet d'engager, de définir des objectifs et permet aussi de pouvoir avoir des résultats qui sont beaucoup plus efficients. Et d'après vous, la neuroéducation peut éviter ces sorties précoces du système scolaire? Parce que là aussi, les chiffres sont assez édifiants, notamment en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. Je dis que les sorties précoces du système scolaire avant le bac sont 2 fois plus importantes en Outre-mer qu'au niveau national. Comme je le disais précédemment, c'est anthropologique. Impuissance apprise, inhibition à l'action, toutes ces choses sont psychologiques. Ça nous empêche d'avancer et il faut pouvoir déconstruire certains schémas mentaux pour avancer efficacement et monter en compétences. Mathilde. Politiquement, quelle est la solution aujourd'hui? Parce que nous, on est en métropole, on ne se rend pas compte de cet écart qu'il y a entre les DROMCOM et puis la métropole. Politiquement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour aider Déjà, sur le terrain, il faut avoir des données. Il faut pouvoir mesurer ce postulat, être connaissance des problématiques. Donc, nous, à l'heure où on en parle, on n'a pas cette data aujourd'hui? On est en train de la construire. On a un référentiel de mesure d'impact qui est en train de se mettre en place. Ça prend du temps? Ça prend du temps. L'idée, c'est de faire remonter ces informations-là et de justement mettre ces outils-là dans les mains des différents acteurs de terrain qui permettront justement d'avoir une cartographie des besoins sur le territoire et in fine de pouvoir faire une remontée d'informations au ministère des Outre-mer, par exemple, qui lui demande. Il dit très souvent, Faridi nous disait que dans nos bureaux à Paris, on a du mal à voir ce qui se passe sur le terrain. Et c'est vous, en tant qu'acteurs, qui peuvent nous faire une remontée, mais au jour le jour, ce qui se passe sur le terrain. Donc le ministère, pour monitorer en gros la situation, le ministère a besoin de vous sur le terrain. Ils ont besoin de relais, quoi. Ils ont besoin de relais, mais un retour d'informations tangibles. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas savoir dans telle ville quel est le besoin spécifique en termes de formation, en termes d'accompagnement au niveau du digital. Donc il faut pouvoir trouver les outils. J'ai toujours du mal à entendre ça parce que je me dis qu'on est en 2022, mais oui, mais voilà. Non, mais c'est vrai, hein, et qu'on est en France. Oui, mais le ministre, il est en France, il est en métropole, pardon. Oui. Donc, je comprends qu'il ait aussi besoin d'acteurs sur place dans des relais. Non, j'entends, mais je me dis pour pouvoir avoir une vision, parce que lui, à Paris, c'est compliqué, j'imagine. Tout à fait. Donc, notre travail, justement, c'est de venir apporter, de s'intercaler modestement entre les politiques publiques et les acteurs du territoire pour avoir cette remontée d'informations tangibles. Quelle est la prochaine étape, justement? Vous avez parlé de cette base, de cette grosse étude, effectivement. Après, j'imagine qu'il y a aussi l'analyse de toute cette data qui prend du temps. Ça prend du temps, mais on continue à travailler avec nos équipes pour affiner. On parle de KPI, de métriques, etc. Il faut pouvoir poser les bonnes questions. D'accord. L'idée, c'est pas d'avoir les réponses toutes faites, mais de se poser les bonnes questions pour trouver des portes de sortie et travailler sur des axes d'amélioration qui sont clairement identifiés. Est-ce que les profs font appel à vous aujourd'hui, messieurs? Est-ce que les profs sont aujourd'hui demandeurs d'être peut-être plus formés sur le numérique et d'être plus au fait de ce qui se passe en termes d'innovation, peut-être pour les aider dans leur quotidien? Alors, fondamentalement, ils n'ont pas le choix, puisque maintenant, ça fait partie de compétences qui leur sont demandées. Je ne vais pas vous dire que tous les profs font appel à nous, mais en fait, nous, on a... Ils ne viennent pas tous ouverts du genre « Allez, vas-y !» Bon, on ne va pas non plus dire qu'on ne sont pas les messies. Bien sûr. Mais l'idée, en fait, c'est d'apporter en fait, une certaine compétence, nos compétences, en fait, dans ce domaine-là aux profs. Et en effet, on travaille déjà avec certains acteurs du territoire, avec certains établissements. Des dispositifs. Parce que l'idée, en fait, nous, c'est pas d'arriver, comme je l'ai dit, on ne sommes pas des messies. On fait avec ceux qui sont là. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec le rectorat, on travaille avec le réseau Canopé, on travaille avec les acteurs qui sont là, en fait. D'ailleurs, on a intégré le TNE Guadeloupe, qui est le territoire numérique éducatif. D'accord. Le seul dispositif encore développé sous les Outre-mer de ce type, qui tend à être essaimé, je l'espère en tout cas. Mais on va y travailler avec M. Fricoteau, qui est le DRAN de la Guadeloupe, à développer ces outils qui sont... Quelle est votre principale, messieurs, difficulté aujourd'hui? Les difficultés sont financières. Aujourd'hui, on a besoin de financement pour mettre en place nos actions. Pour justement éradiquer certains fléaux, il faut des budgets. On parle de quel montant? Parce qu'on ne se rend pas compte. Et effectivement, l'éducation, c'est le budget le plus conséquent dans le budget effectivement de la France. Là, on parle de quel budget? On a plus de... Pour nos territoires, on est à des millions d'euros. J'imagine, parce que vu les particularités, vu l'étendue des territoires, vu...
Plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros, mais à affiner, bien sûr, en fonction des gouvernements qu'on a en face. Mais c'est vrai qu'il nous manque encore du Moi, je pensais que vous alliez me parler de milliards. Hein. Non, mais je vous dis la vérité. Hein. Je pensais que ça se chiffrait plus en milliards. Ça peut se chiffrer en milliards, mais on n'est pas... Ça se négocie. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une réalité financière. Ouais. Donc, il est très difficile de trouver des financements aujourd'hui pour nous, associations. Maintenant... voilà, c'est un appel aussi à nos fondations, à nos gouvernements pour faire redescendre et ruisseler ces financements qui aideront les acteurs du territoire. Pas que nous, hein. Les acteurs. L'info en plus ? Allez. J'écoutais. Oui, il y a une info en plus, bien évidemment. Mais non, mais Quelle question, enfin. Alors, je vous dis la vérité. Pas de ça entre nous. Je la trouve pas, c'est pour ça. Je ne la trouve plus sur mes feuilles. Je ne la trouve pas. Je cherche depuis tout à l'heure. C'est pas possible. J'ai mal rangé ma chambre. Écoutez, c'est pas très non, mais grave. j'ai mal rangé ma chambre, c'est pas grave, tout va bien. Vous aviez une relance, mais c'est pas grave. Écoutez, Je la trouvais, allez-y. Non, mais d'ici là, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit dynamique. Pas de ça entre nous. Voilà. Je vais la trouver. Allez-y, je vais essayer de la deviner. Allez-y. Mais on va partir à La Réunion, à Saint-Denis, où il existe une école du bonheur. C'est un projet porté par la mairie de Saint-Denis. Et l'idée, c'est de proposer aux enfants de nouvelles activités menées par 62 animateurs dans le but de développer les capacités des enfants pendant le temps périscolaire et extrascolaire. Quelles sont les activités proposées? Sans relance, vous êtes fort. Il y a du théâtre, de la cuisine, des cours d'anglais et même du sport. Alors, il s'appelle Jean-Max Boyer, conseiller municipal à la mairie de Saint-Denis. Eh bien, il explique que le concept de l'école du bonheur, c'est de faire du sur-mesure ensemble autour des ateliers de la culture, des langues, tout cela au service, je le cite, au bonheur des enfants. Et une autre activité va être déployée. Je vais l'aimer celle-là, vous le savez, ça s'appelle « Silence, on lit ». Des enfants auront à leur disposition des livres dans la cour et pourront ainsi lire tranquillement pendant 15 minutes. Ce serait bien de mettre un peu plus long, mais 15 minutes, c'est déjà ça. Et pour parler un peu argent, on va parler un peu sur ce plateau. 5 millions d'euros de travaux de réfection ont été réalisés tout de même en 2022 dans les écoles de Saint-Denis, notamment pour faciliter l'accessibilité pour les jeunes porteurs de handicap, entre autres. Lilian Grégory, malgré effectivement toutes ces difficultés, on voit ces initiatives, à commencer par l'école du bonheur, on arrive encore à rester positif, à être animé par cette énergie pour s'en sortir, pour y aller. On ne serait pas là. Voilà. J'imagine. Voilà, donc on est profondément attaché à nos territoires, donc si on le fait, c'est pas pour nous, hein, c'est pour nos enfants, c'est pour notre territoire, et la montée en compétence de nos territoires est primordiale aussi, c'est un enjeu national, puisqu'on est une représentation du monde entier, perlée sur les océans, donc il y a fort à faire, à développer nos territoires pour travailler sur l'innovation. Mathilde. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir été un peu abandonné par les politiques et pourquoi, d'après vous? Moi, je dirais pas, je vais pas parler de sentiment d'abandon en fait. Parce que beaucoup, de gens d'outre-mer parlent d'abandon tout de même. On les a entendus notamment avec les élections présidentielles. En tout cas, pour ce qui est de l'éducation, moi, je parlais plutôt d'un manque d'efficience en fait. L'idée en fait, c'est que il y a des moyens qui sont quand même sur la table. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a rien. Peut-être que sur certains points, il doit peut-être manquer. Mais c'est l'utilisation. Voilà, c'est l'utilisation. Il faut croiser en fait les bons dispositifs avec les bonnes personnes. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Vous avez des jeunes qui vont vous dire, mais on ne fait rien pour nous. Et j'ai pris le temps d'aller regarder tous les dispositifs qui existent. Bien sûr. Je me suis dit, mais il y a des tonnes de dispositifs, il y a plein d'argent sur telle chose. Sauf qu'en fait, c'est que il n'y a pas un croisement entre le dispositif et le jeune. Donc, du coup, le jeune, de toute façon, à ce moment-là, il va se sentir abandonné. D'où l'importance, justement, de l'étude que vous mettez en place en ce moment pour savoir quels sont les besoins et aussi l'adéquation. Il y a un manque cruel d'ingénierie financière. C'est-à-dire qu'il y a des budgets, mais qui ne sont pas captés par les collectivités ou les communes, par exemple. Donc, il faut pouvoir trouver l'ingénierie financière. Ça, c'est pas propre aux Antilles. C'est propre, c'est partout, ça. Bien sûr. Je crois que c'est partout sur le territoire. C'est partout en France. C'est clair. Il me semble. Est-ce qu'on doit être inquiet aujourd'hui pour la jeunesse ultramarine? On a vu notamment ces révoltes, justement, en Guadeloupe, en Martinique, dans d'autres territoires. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ah oui, je pense qu'on peut s'inquiéter. Moi, je dirais oui, d'une certaine... Et non, parce qu'en fait, sinon, ça voudrait dire... Moi, je garde en fait une certaine... je ne sais pas si c'est mon côté positif, un certain espoir. En fait. Je pense ça surtout comme un signal. Tout à fait. Voilà, c'est surtout ça que je dis. Voir ça comme un signal. En tout cas, il ne faut pas laisser ça se répéter.
2, 3 fois. Là, par contre, là, on risque. Monsieur Morgan, il y a déjà eu 2, 3 fois. J'ai l'impression que les choses ne changent pas vraiment. Là, on parle de l'inflation. L'inflation, ça fait un moment qu'elle est. Bien sûr. qu'elle est en Martinique ou en Guadeloupe. Mais là, on parle de violence, par exemple. Là, je suis inquiet par rapport à ça. La montée de la violence en Martinique. Quand j'étais à La Réunion, notamment, il y avait un homicide par jour. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions pour occuper cette jeunesse et leur donner des projections. Bah oui, voilà. Parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail et surtout, ils n'ont pas de visibilité. Donc, comment fait-on pour leur donner de la visibilité C'est peut-être ça le plus terrible. Et j'imagine que c'est là qu'entre en scène notamment le numérique, l'innovation. Je ne vais pas vous mettre la pression, mais je pense que c'est là que vous avez, messieurs, un grand rôle à jouer. Mathilde ? Non, je suis d'accord, j'appuie. Non, c'est très intéressant, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias quand même, de ces territoires d'outre-mer. Donc c'est bien d'en parler aujourd'hui. On en parle quand ils cassent. C'est ça, malheureusement. Comme souvent. Et heureusement qu'il y a des gens comme Gaël Musquet pour donner l'exemple et montrer la voie. Alors dites qui est Gaël Musquet, parce que tout le monde n'est pas au courant, effectivement, pour tous ceux qui nous regardent. Gaël Musquet, c'est le parrain du parc numérique, donc c'est un hacker éthique et qui développe des sujets comme la résilience territoriale. On lui donne une Tesla à hacker chaque année, me semble-t-il. Et c'est un peu le Tony Stark des Antilles et des Outre-mer. Et le travail qu'il fait permet justement de montrer qu'il y a du potentiel et qu'il y a un vrai vivier de talent là-bas. Donc il faut pouvoir... les Outre-mer, c'est pas que les plages et les cocotiers. On est bien d'accord. S'il y a une mesure d'urgence que le gouvernement doit voter assez rapidement, s'il y en a une seule à voter, c'est laquelle, d'après vous, messieurs ? Il y a tellement de besoins, je sais, c'est dur, mais... Qu'est-ce que je dis Le numérique pour tous. Le numérique pour tous. L'accès au numérique. Voilà, l'accès au numérique. Accès ne veut pas dire accès, mais oui, accès. L'accès déjà, oui. Voilà. Et avec de la sobriété, parce qu'on parle beaucoup de sobriété numérique. Et dernière question, et bien sûr c'est connexe, est-ce que vous avez le sentiment aux Antilles, et bien sûr dans tous les territoires et départements d'outre-mer, que l'on parle peut-être moins d'écoles parce que la crise sociale, économique est tellement prépondérante que ce sujet passe au second rang ou pas forcément? Ça fait partie de la sortie de la crise, en fait. Si on ne parle pas d'éducation, alors pour parler de la Martinique, on est sur le territoire le plus vieillissant de France. Donc si on ne s'occupe pas de notre jeunesse, voilà. Donc si on ne s'occupe pas de notre jeunesse, c'est foutu, quoi. Ouais. Un grand merci en tout cas, effectivement, merci à vous. Lilian Lambourdière, ex-professeur, pardon. Mais on est prof toute sa vie, il m'a dit ex-professeur. L'école de la vie. Prof un jour, prof toujours. Professeur de technologie et président du Parc numérique Guadeloupe, Grégory Guillou, membre et fondateur de la Fédération Le Parc numérique, président du Parc numérique Martinique, membre de la commission French Tech Martinique, membre du board. Membre du board. Allez, j'ai tout dit cette fois-ci. Merci. Un grand merci, ma chère Mathilde. Merci. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao. Au revoir. Cool.